Des législatives qui ont réservé une belle surprise avec l'arrivée en tête du principal parti laïque tunisien, avec Ennahda, le parti islamiste qui avait gagné les élections précédentes, qui est arrivé en deuxième position. Le tout dans un climat, j'allais dire, de bon fonctionnement démocratique, puisque le leader historique d'Ennahda a félicité le président de Nida Todes, le parti laïque, pour sa victoire. Il n'y a pas de contestation, en tout cas, de ces résultats. Alors, avant d'analyser un petit peu ce que veulent dire ces élections, et puis le prélude aussi à une autre élection, la présidentielle prévue le 23 novembre, Catherine Combe vous permet de regarder un petit peu les évolutions notables dans la société tunisienne qui expliquent peut-être le résultat de ces élections. Lotfi a 37 ans. Diplômé d'une école de commerce, il quitte la Tunisie pour Montréal en 2003 après une expérience professionnelle décevante dans le monde de la nuit. Peu à peu, il se détache de son pays jusqu'à un certain 14 janvier 2011. Je découvre que Ben Ali est parti et là j'ai fondu en larmes. J'étais surpris par ma réaction et là j'ai décidé finalement de venir en Tunisie étant persuadé que si on voulait vraiment que la Tunisie change, il fallait venir apporter son expérience étrangère. Une expérience qui va l'aider à monter ce bar-restaurant d'un nouveau genre dans la banlieue chic de Tunis. Le concept séduit immédiatement. À quelques kilomètres de là, sur les toits de Sidi Bou Saïd, une page d'histoire se tourne. Une comédie satirique sur la révolution de Jasmin, réalisée par le metteur en scène tunisien Ferid Boukdir. Coupé. C'est un film qui est fait dans l'optimisme après la nouvelle constitution qui a été adoptée, le départ des islamistes, l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement neutre de technocrates qui sont vraiment en train de bosser pour essayer de redresser l'économie. Et oser même comme ce réalisateur tourner en dérision cette révolution qui a trop longtemps paralysé le pays. Dominique Lagarde, j'ai choisi un sujet pas strictement politique parce que c'est d'ailleurs l'une des clés aussi de ce que vous montrez dans votre livre, c'est à quel point il y a une société civile, comme on dit tunisienne, extrêmement active, qui permet de comprendre quelquefois les surprises politiques des scrutins. Oui, il y a une société civile très active, il y a une société civile qui a énormément compté pour éviter à la Tunisie un drame au cours de l'été 2013. Il y a une présence des femmes dans la scène. Il y a une présence des femmes, mais pas seulement. Il y a une présence d'abord du syndicat, de l'UGTT, qui est la principale centrale syndicale, qui a une vraie histoire, qui compte dans la Tunisie depuis l'indépendance. Il y a, comme vous le dites, une présence des femmes, il y a une présence d'associations féminines ou féministes. Il y a aussi des associations de défense des droits de l'homme qui ont été très actives en dépit des difficultés pendant les années Ben Ali et qui ont repris du service, si je puis dire, sous le gouvernement de Ennahda et surtout pour faire en sorte que les différentes forces politiques de ce pays, en dépit des clivages, arrivent à s'entendre et à s'entendre sur une constitution qui a permis ensuite ces élections. Mossad Marzouk est avec nous de Tunis. Il est chef et porte-parole de la campagne présidentielle de SSB, le directeur de Nida Tounes, chargé des relations extérieures. Est-ce que c'est une divine surprise pour vous que cette victoire ou vous vous y attendiez? Bonjour, non, je crois qu'on s'attendait à cette victoire parce qu'en fait, les élections de 2011 étaient pratiquement un moment d'inattention historique. Maintenant, il y a un équilibrage au niveau de la société politique tunisienne et Nida Tounes s'exprime en fait, sa victoire exprime la vraie nature de la société tunisienne, des électeurs tunisiens, des citoyens tunisiens, de la modernité tunisienne. Et je crois maintenant que nous sommes devant un paysage politique assez équilibré qui représente toute la diversité de la société. Et le plus important maintenant, c'est d'aller vers l'avant et d'essayer de trouver des solutions aux problèmes des Tunisiens. En même temps, il y a une petite ombre au tableau et j'aimerais avoir votre analyse dessus, c'est le nombre d'abstentions. Il y a quand même eu beaucoup plus d'abstentions qu'à l'élection en 2011 de la constituante. Visiblement, la participation s'établit autour de 61%. C'est quand même la preuve d'une démobilisation civique. C'est normal que ça arrive dans les moments de transition politique. En fait, tous les pays qui ont connu des transitions on se notait que les deuxièmes élections, généralement, il n'y a pas une participation record, mais je crois que généralement, 60% du total des inscrits, ce n'est pas un taux faible. Le plus important maintenant, c'est de réussir la mobilisation pour les élections, le premier tour des élections présidentielles qui vont avoir lieu d'ici un mois.
Alors vous restez avec nous parce que je vais vous demander évidemment des précisions tout à l'heure sur la stratégie politique de votre mouvement après ces élections. Mais on va continuer ce tour de table avec vous, Sophie Alexandra Ayachi. Vous êtes créatrice de Ménapost, qui est un média en ligne sur le Maghreb et le Moyen-Orient. Ces résultats, comment vous les interprétez? Ils veulent dire quoi? Alors ces résultats, écoutez, on a déjà Nidetoons, donc le parti de M. Béji Recep, qui est légèrement en tête, donc relativement en tête. On a le parti islamiste Nahda qui est juste derrière. Écoutez, moi j'aurais interprété ces résultats comme étant le résultat d'un vote sanction. Donc on a voté Nidetoons pour sortir le parti Nahda. Est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire que le parti Nahda n'est plus aussi important qu'il l'était? Non, je ne dirais pas ça, parce qu'il est quand même en deuxième position, il a près de 70 sièges. Oui, contre 80 contre 80, il reste quand même bien présent et ça montre quand même une forme de discipline et une base acquise, qui est déjà acquise. Au contraire de Nidetoons, qui effectivement a été un vote sanction. Non, bon, aujourd'hui, c'est quand même une bonne chose. Ça montre que la démocratie est en place. Ça montre que effectivement, on a eu un autre parti qui arrive en tête. C'est une bonne chose au final. Et l'acceptation par Ernada aussi de ce jeu-là, c'est peut-être la chose essentielle, parce qu'après, que les uns soient devant ou derrière les autres, c'est le jeu démocratique. C'est une première dans l'ensemble du monde arabe, arabo-musulman. Une fois de plus, qu'un parti islamiste défait dans les urnes reconnaissent sa défaite. Je crois que c'est même ça, c'est même historique. Effectivement, non, c'est une très bonne chose. Et puis, ça va dans la suite du comportement de Nahda depuis 2011, je pense. Ils ont joué le jeu de la démocratie jusqu'au bout. Vous êtes tous d'accord avec moi? Non, pas toujours. Selon les périodes, il y a eu un peu des valses hésitations de ce côté-là, on va dire. C'est pas un parti monolithique non plus. Oui, il y avait des tendances à l'intérieur qui étaient plus légitimistes. Mais c'est vrai que ce geste-là, d'accepter à la loyale, en fait, en même temps, c'était un peu défaite. Il y a les votes sont là, ils peuvent pas non plus dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui est Haddad, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une vraie... Parce que moi, je suis frappé de la couverture médiatique de ces événements me fascine toujours, à l'exception de certains bons spécialistes qui sont sur ce plateau. Mais à un moment donné, il y a une sorte d'enthousiasme absolument invraisemblable pour le printemps arabe. Puis après, le parti islamiste arrive, alors on dit, voilà, on savait bien que c'était une illusion et qu'au fond, c'est ici les frères musulmans, là, Bon. Et puis après, il y a des élections et on n'arrive pas à avoir une sorte d'analyse un peu posée, rationnelle de la vie politique d'une sorte de démocratie en gestation. C'est exact. C'est exact. Tout ça est parfaitement vrai. Ces élections expriment aussi un désenchantement par rapport au printemps arabe en général. On en a connu la subversion par justement l'islamisme. Le printemps arabe, incontestablement, les 3 premières années, a exclusivement profité aux forces islamistes. Et vous savez ce que j'en pense, Michel, des forces islamistes, y compris de ce qu'on a appelé ici, par euphémisme trompeur, l'islamisme modéré. Aujourd'hui, c'est un grand débat que nous avons à chaque fois que vous venez. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors aujourd'hui, avec ces élections, avec le triomphe de Nidetoons, qui est un parti beaucoup plus séculier que laïque, n'est-ce pas? La nuance est importante dans la terminologie et dans l'esprit tunisien. C'est un parti séculier dans le sens où Bourguiba entendait la sécularité de la Tunisie, n'est-ce pas? Il s'agit aussi d'une sanction des alliés d'Ennahda. Il ne faut pas faire une fixation sur Ennahda seulement. Il faut aussi dire que les électeurs ont sanctionné les alliés d'Ennahda, c'est-à-dire principalement le CPR de M. Marzouki, qui a usurpé la fonction présidentielle en 2011, et puis aussi le président de l'Assemblée constituante, M. Mostafa Ben Jaafar, avec son parti Ettakatol. Donc c'est la Troïka qui a été sanctionnée par ce vote, qui exprime aussi la vitalité et la capacité de la société tunisienne à rebondir. Fini l'euphorie révolutionnaire du printemps arabe en 2011. C'est dans cette euphorie que l'islamisme, dit modéré, a pu emporter des élections qui n'étaient pas organisées dans les meilleures conditions qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a eu des choses aussi en octobre 2011. En tous les cas, aujourd'hui, Nidatoons, qui est un rassemblement hétéroclite, qui constitue
par lui-même un peu toutes les couleurs idéologiques et politiques de la Tunisie, n'est-ce pas? Donc il y a ici une chance pour les Tunisiens et la partie n'est pas gagnée. Restent les élections présidentielles. Nida Tounes doit gagner ces élections présidentielles pour que tous les Tunisiens puissent se réconcilier et se remettre surtout à reconstruire. Deux défis majeurs, Michel. Rapidement. Deux défis majeurs. L'économie qui est dans un état désastreux. Sur une population active de 4 millions, il y a pratiquement 800 000 chômeurs, ce qui est énorme. Et puis aussi le péril de l'islamo-fascisme et djihadisme, c'est-à-dire le péril sécuritaire. Voilà les deux défis majeurs auxquels les Tunisiens, dans toutes leurs composantes, aussi bien les victorieux que ceux qui ont échoué, doivent s'atteler. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Dominique Lagarde, ou vous la nuancez un peu comme souvent? Sur les deux défis, je suis d'accord. C'est vrai que les deux grands défis du gouvernement à venir vont être le développement économique, avec les indicateurs qui sont tous au rouge, et puis le défi sécuritaire avec la menace djihadiste. Mais en dehors de ça, moi je crois qu'il faut quand même dire que la Tunisie est un pays pluriel. Qu'il n'y a pas une famille qui représenterait aujourd'hui tous les Tunisiens sous prétexte qu'elle a 10 sièges de plus que l'autre. Narda recule par rapport à 2011, mais Narda n'est pas laminé. Et ce sont deux grandes familles politiques, deux grands camps. Moi, je parlerais effectivement plutôt des sécularistes ou séculiers ou modernistes et pas des laïcs, ça je suis d'accord. Et puis de l'autre côté, un islamisme dont les composantes vont de l'islamo-conservatisme à des formes plus radicales. Mais voilà, il y a des Tunisiens qui se sentent représentés par l'une ou l'autre de ces familles politiques. Et le défi, c'est d'arriver à une démocratie, c'est-à-dire à faire en sorte que ces familles politiques cohabitent, coexistent dans la stabilité et que de part et d'autre, on accepte l'alternance et aussi que de part et d'autre, on accepte que sur les grandes questions, il faudra bien chercher un consensus. Mohsen Marzouk, vous êtes à nouveau avec nous de Tunis. Le scrutin à la proportionnelle fait en effet qu'il n'y a pas un écart considérable entre le vainqueur et le premier vaincu, mais par contre, il y a une grande représentation de partis de moindre importance. Ça pousse à la coalition et de toute façon, vous aviez averti qu'en cas de victoire, vous ne vouliez pas gouverner seul. Oui, tout à fait. Dès la création du parti Nida Tounes, en fait, notre idée, c'était, de créer l'équilibre qui permettrait l'alternance politique. Je crois que nous avons réussi à ce niveau-là. Maintenant, la Tunisie ne pourra pas être gouvernée par un seul parti parce que, il n'y a pas un parti qui est la majorité au niveau du Parlement, donc des coalitions seront nécessaires. Là, nous allons nous concentrer sur les élections présidentielles et puis après, on verra tout ça. Deuxièmement, parce que les problèmes sont d'une importance capitale et en fait, c'est des problèmes assez énormes, que ce soit au niveau de l'économie ou au niveau de la sécurité. Il faudrait qu'il y ait un consensus national autour de 5 ou 6 points qui permettrait en fait qu'il y ait des différences politiques, mais sur la base d'une plateforme commune qui nous permettrait donc de créer une sorte de consensus à propos des thèmes majeurs qui sont l'économie, l'emploi, les problèmes de la marginalisation de certaines régions et puis les problèmes d'ordre sécuritaire. Et bon, le problème c'est qu'entre les deux blocs, il n'y a jamais eu de dialogue réel. Maintenant, la situation est telle qu'il faudrait peut-être, d'une manière ou d'une autre, penser donc au développement de ce consensus national. Ce ne sera pas fait seulement au niveau du Parlement, mais au niveau de la société généralement. Le parti Nida Tounes n'a pas, et je ne suis pas d'accord avec l'analyse que Nida Tounes a bénéficié d'un vote sanction contre Nahda, parce qu'il y avait beaucoup d'autres partis qui étaient contre Nahda au cours du scrutin, qui n'ont pas bénéficié d'un seul siège. Nida Tounes a bénéficié de la dynamique d'une redéfinition des objectifs de la révolution tunisienne, qui ne sont plus seulement d'ordre identitaire, d'ailleurs ils n'ont jamais été, mais d'ordre économique et social. Nahda a été jugé sur ses actes et pas sur ses intentions. Et nous serons jugés aussi sur nos actes. Ça veut dire que vous êtes prêt, que vous demandez une sorte de dialogue, j'allais dire officiel avec Ernada, éventuellement pour voir s'il n'y a pas quelques points de plateforme commune dans les réformes d'urgence à lancer.
Non, c'est pas par rapport à Nahda. C'est un constat général. C'est-à-dire que maintenant, après ces élections-là, il faudrait voir les résultats et essayer de les définir. Donc, une stratégie pour mettre en place un gouvernement qui pourra donc avoir la force et disons, une assise solide, que ce soit avec des alliances qui permettraient d'avoir une majorité ou d'autres formules, d'autres scénarios. Mais là, maintenant, pour avoir une idée définitive de la situation politique, il faudrait attendre les élections présidentielles. Monsieur Beji Qaïd El-Sebsi, j'espère que nous espérons tous qu'il va être élu dès le premier tour. À mon avis, s'il est élu à Carthage, ça nous donnera donc une idée beaucoup plus juste et précise et détaillée de la situation politique qui nous permettrait donc de choisir tel ou tel type de gouvernement, tel ou tel type de coalition et tel ou tel type de stratégie. Donc, en fait, ce n'est qu'une première mi-temps. Nous attendons la deuxième pour pouvoir juger de la situation politique. Les élections présidentielles sont vraiment cruciales parce qu'avec un Parlement aussi fragmenté, le président de la République, même si ses prérogatives ne sont pas très très importantes, mais il a suffisamment de prérogatives pour jouer le rôle d'arbitre et pour jouer un rôle qui permettrait de mieux stabiliser le système politique démocratique avec ses institutions jeunes qui, à mon avis, sera surtout au niveau du Parlement. Il y aura donc des coalitions très fragiles qui pourraient changer facilement au vu des taux que tous les partis ont pu récolter. Merci, M. Marzouk. Je voyais que vous n'aviez pas l'air totalement d'accord avec notre interlocuteur. Bah non, effectivement, alors il a effectivement remis un peu en question relativement le vote sanction. Moi, l'expression voter utile, l'appel au vote utile, pour moi, ça appelle quand même une certaine forme de sanction. Hein. Et puis effectivement, il faut savoir qu'on n'a peut-être pas vécu la même campagne, mais pour moi, il y a quand même eu beaucoup de haine, beaucoup de division, beaucoup de bipolarisation. Aujourd'hui, on voit une certaine bipolarisation, clairement. Effectivement, est-ce qu'il faut dire, il faut absolument que M. Beji Qaïd El-Sebsi, je lui souhaite la victoire, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'il faut absolument qu'il gagne pour qu'on puisse remettre le train en marche ? Maintenant, il faut arrêter avec ce discours. Il faudrait plutôt aller vers plus de concorde nationale, vers un gouvernement d'union nationale, vers plus d'entraide, vers se tendre la main, avancer ensemble plutôt que d'essayer coûte que coûte de non, je ne veux pas en entendre parler, je vais gouverner seul et puis je vais frustrer la moitié de la population, c'est pas gênant, ou en tout cas une bonne partie de la population. Non, je pense qu'il faudrait essayer de... Bon, alors, après, je ne suis pas à leur niveau, peut-être qu'ils ont des composantes que je n'ai pas, mais simplement, j'aurais aimé qu'il y ait une personne, un parti, un candidat qui soit plus dans le rassemblement que dans la division. Dominique Lagarde, ça n'est pas possible, ce vœu-là, pour l'instant ? On ne sait pas, parce qu'en réalité, ce qu'on vient de nous expliquer, c'est que Nida Tounes n'a pas encore vraiment fixé sa stratégie sur ce plan-là. Mais c'est vrai qu'il y a deux schémas possibles. Il y a un premier schéma qui serait une majorité qui gouverne et une opposition qui s'oppose, avec Narda, principale formation de l'opposition. Là, on est dans un schéma parlementaire classique. Et puis l'autre schéma, ce serait effectivement de rechercher une sorte de grande coalition ou d'union nationale, compte tenu de l'ampleur des problèmes. Il est sûr que la première hypothèse, ça donne quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus intelligible. Mais en même temps, est-ce que ça n'est pas un peu tôt compte tenu de ce qu'a été la transition de la Tunisie, compte tenu des défis, et l'ancrage d'Ernada dans le jeu démocratique est peut-être aussi une priorité. Voilà, et compte tenu aussi de ce que malgré tout, sur les question économique, il n'y a pas de vrai désaccord entre ces deux formations. En revanche, il y a bel et bien un clivage culturel ou identitaire. Et il y a bel et bien, de ce point de vue-là, malgré tout, et quoi qu'on en dise, un peu de Tunisie. Mais rapidement. Oui, rapidement. Rapidement, hein, oui. C'est promis. Oui. Allez-y. C'est fini ? Non, mais bientôt. Ah oui, d'accord. Mais je voulais dire que la cohabitation est souhaitée et elle est... à mon sens, inévitable. Elle se fera au sein du Parlement, ipso facto, inévitablement. Mais il y aura des majorités d'idées, comme on dit, qui peuvent à un moment donné... Mais bien sûr. Enfin, souhaitons-le. Encore faudrait-il qu'Ennahda puisse s'auto-expurger de ces éléments extrémistes et revenir donc à la norme, c'est la norme tunisienne, et non pas la norme des frères musulmans, n'est-ce pas? Alors, pour revenir à la victoire de Nida Tounes maintenant, il est incontestablement, il y a deux facteurs qui ont profité à Nida Tounes. D'abord, l'échec cuisant
de la Troïka au sein du gouvernement pendant 3 ans. Facteur exogène, la géopolitique a changé. Il y a un reflux de l'islamisme partout dans le monde, ce que les Tunisiens ont exprimé de façon démocratique et électorale. L'Égypte, ou le peuple tunisien, les Égyptiens l'ont exprimé à sa façon. Et les Syriens l'ont exprimé à leur façon. Voyez-vous, on n'est plus dans la révolution islamiste, n'est-ce pas, du printemps arabe. On est aujourd'hui dans une stabilisation progressive des régimes vers des démocraties. Merci à tous les trois. L'exception tunisienne, c'est un livre co-signé par Nicolas Beau et Dominique Lagarde qui était sur notre plateau. Chronique d'une transition démocratique mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire, aux éditions du Seuil. Et puis, si vous voulez en savoir plus, le site Ménapost, créé par Sophie Alexandra Ayashi, média en ligne. Allez, on va revenir, puisqu'on a consacré la première partie de notre 5 à 7 à la réforme territoriale, à un petit point de synthèse de Cyril Adrians qui a écouté l'intervention du Premier ministre devant les sénateurs.